Donc, sans plus tarder, nous ouvrons donc notre troisième table ronde qui, comme vous le savez, est consacrée à la conjoncture sociale. Et pour ça, je demande de me rejoindre à cette tribune à Éric Albert, Franck Bassner, Nicole Notta, Stéphane Rosès et François Gérin qui va animer avec moi ce débat. Vous avez repéré, je pense, vos différentes places parce que vous êtes très intelligents. Et voilà. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Bien, Madame, Messieurs, nous allons poursuivre avec vous l'exploration de 2011 et même au-delà que nous avons entamée ce matin avec les tables rondes politiques et économiques. La conjoncture sociale, aujourd'hui, est évidemment marquée par l'automne assez chargé, assez tendu, peut-être même assez agité, que nous venons de vivre, et la réforme des retraites, dont le bilan est probablement moins simple à dresser qu'il n'y paraît. Autour de ce point de fixation se sont catalysées toutes les spécificités très françaises des relations sociales dans notre pays, renforcées évidemment par la crise et par ses effets brutaux depuis 2 ans. Donc, il nous paraît évident qu'une analyse s'impose, plus profonde, qui aille au-delà des apparences. Et c'est à cette analyse que je vais vous demander de vous livrer dans quelques instants. Comme je vous l'ai indiqué ce matin, notre séquence sociale se déroule de manière un peu atypique. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis entouré que de 4 experts et du chef d'entreprise président de séance, et non de 5. Car nous avons la chance, après cette table sociale, de prolonger la discussion sociale avec un autre hôte de marque, qui est Bernard Thibault, qui est au premier rang ici, qui a souhaité venir assister aux discussions sociales dès le début, et ça je l'en remercie chaleureusement, et qui viendra ensuite à cette tribune répondre à mes questions, et le cas échéant, aux vôtres. Voilà, alors les présentations d'abord, par ordre alphabétique. Éric Albert. Vous êtes psychiatre et vous avez fondé l'Institut français d'action contre le stress. À vous seul, d'une certaine manière, et du fait de cette qualité de médecin, vous êtes le symbole d'une problématique montante dans les entreprises, dont les récents suicides à France Télécom et ailleurs ont souligné l'acuité. Mais enfin, si la psychiatrie est appelée au chevet des relations du travail, il y a peut-être lieu de s'en alarmer. Et il faut surtout comprendre pour guérir. Nous testerons avec vous et le diagnostic et la thérapeutique. Le docteur Franck Bassner, vous dirigez l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, qui est sans doute, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le meilleur observatoire de la réalité française outre-Rhin, et qui plus est l'un des creusets des actions de coopération entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire c'est à la fois un think tank et un organisme quasi militant. Vous êtes un fin connaisseur des systèmes sociaux dans les 2 pays, en France et en Allemagne, comme ce matin avec Sophie Péder, avec Esra Souleyman, avec Suzanne Berger. Vous serez notre garantie contre tout nombrilisme hexagonal. Nicole Notta, je crois que l'on ne vous présente pas ou plus. Il y a quelques années, vous auriez été sur cette tribune pour débattre avec Bernard Thibault ou son prédécesseur, en votre qualité d'alors de secrétaire national de la CFDT. Aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise, mais une entreprise pas tout à fait comme les autres, pour laquelle vos engagements syndicaux antérieurs représentent un atout précieux, puisque Vigéo, que vous avez fondé et présidé aujourd'hui, est une agence de notation qui analyse les entreprises du point de vue de leur politique de responsabilité sociale, sociale au sens large, sociale, environnementale, la fameuse RSE, que beaucoup de gens ici certainement connaissent et soutiennent, j'espère. Vous disposez là d'un observatoire incomparable qui va nous être bien utile dans notre discussion. Stéphane Rosès, enfin, les États de la France vous ont déjà reçu comme sondeur. Jadis, vous étiez plutôt à la table ronde politique. Le glissement vers la table ronde sociale est d'une certaine manière symbolique de votre évolution professionnelle. Vous intervenez désormais comme conseil auprès des entreprises ou des institutions, ce dont évidemment je serai bien le dernier à vous blâmer. Il n'en reste pas moins que les compétences accumulées comme sondeur et analyste aigu du monde et de la société qui nous entoure constituent toujours votre capital, votre fonds de commerce dans lequel nous allons puiser tout à l'heure sans vergogne.
Voilà, alors, avant de vous entendre, Madame, Messieurs, toujours le respect de la tradition, nous accueillons à ma droite François Gérin, qui est directeur général adjoint de Siemens France, nouveau venu pour François Gérin, pas nouveau venu pour Siemens France. Il succède, il remplace ici Philippe Carly, qui a quitté l'entreprise Siemens il y a quelques mois pour rejoindre le groupe Amaury. Philippe était là. Fidélité ce matin, mais c'est à vous donc que revient la tâche de faire, j'allais dire, le cahier des charges de notre table ronde, et puis tout à l'heure d'en tirer la conclusion. Merci Gilles. Je pense que cet après-midi, nous sommes là pour éclairer et dialoguer, y compris dans l'éclairage que peut apporter le contexte franco-allemand. On aura effectivement des opportunités d'en discuter, car c'est un élément tout à fait essentiel. Alors ceci vient après un été et l'automne relativement agité autour du thème des retraites. Donc là aussi, je pense qu'il peut y avoir des questions, des rebonds. Et sur les thèmes suivants, moi je relève au plan macroéconomique, et en particulier en repartant de l'excellente étude faite par l'INSEAD, qui a d'une part, en ce qui concerne la France, un solde net de désinvestissement qui évidemment pèse sur les emplois et peut créer de l'inquiétude, une bonne productivité à l'heure, mais un nombre d'heures travaillées insuffisant et un nombre de personnes qui travaillent également un peu faible pour en tirer tout le profit sur le PNB. Un bon niveau d'éducation et de recherche et développement, qui est un environnement évidemment favorable pour le plan social. Une innovation encouragée, qui est aussi un élément très favorable pour le développement, notamment des compétences et des talents, avec le crédit impôt recherche, pour prendre qu'un seul exemple, et puis le grand emprunt qui est en train de démarrer, et avec un effet de levier, comme ça a été souligné ce matin, entre les financements publics et privés. Mais aussi des doutes, des craintes vis-à-vis du futur, et enfin, le chômage des jeunes comme celui des seniors, qui est réellement un cancer qui nous ronge et sur lequel il serait essentiel de trouver une solution. Dans le vécu microéconomique, donc dans l'entreprise, je note une désindustrialisation qui est plus fréquente que la réindustrialisation ou l'industrialisation. Donc ça joue évidemment sur le moral général des personnes qui travaillent en France, sur des thèmes de souffrance au travail que nous vivons à divers degrés dans les entreprises, le fait qu'il y a de manière aussi assez répétée des déclarations de manque de confiance envers les managers, et puis un positionnement des cadres moyens qui est de plus en plus délicat, un pouvoir d'achat qui est grignoté par l'inflation, même si elle reste faible, notamment pour les personnes qui n'ont pas eu le bénéfice d'augmentation depuis quelques années, et ça existe dans les entreprises. Et puis enfin des grèves fortement pénalisantes et même fatigantes dans des domaines stratégiques comme les transports ou l'énergie, on en a vu des exemples récents. Donc moi, ma question, et c'est un peu la lettre de mission, si je puis dire, de la table ronde, C'est ce qu'on attend de vous. Ne faut-il pas réinventer un nouveau modèle social, à la fois plus réaliste en ce qui concerne la durée du travail, mais aussi l'engagement au travail, et donc la confiance, recréer la confiance entre les salariés, des salariés vers le management, vers la hiérarchie, mais aussi plus valorisant, et je pense tout particulièrement à l'innovation, aux nouvelles activités industrielles, qui sont un élément de cette possible réalisation, et finalement de donner du sens aux activités, pour avoir une France qui gagne, et qui gagne ensemble. Et enfin, un monde plus solidaire, notamment vis-à-vis des jeunes et des seniors, et peut-être aussi des formules qui ont été récemment évoquées de tutorat entre les deux générations. Très bien, c'est bon ? C'est bon. Alors c'est formidable, on va tout de suite essayer de remplir cette feuille de route, en sachant bien que nous allons constamment naviguer entre la politique sociale et la politique sociale des entreprises. On va passer de la macro et de la micro et osciller entre les deux parce que, évidemment, les deux sont liés. Alors, voilà comment va se dérouler notre débat et les interventions de nos experts. Au début, avec Stéphane Rosès, nous allons essayer de tirer
les principales leçons de l'automne social que nous venons de vivre, essayer d'identifier les conséquences qui en découlent, non seulement sur le dialogue social institutionnel, mais aussi sur la nature des relations sociales à l'intérieur des entreprises, entre les salariés, leurs dirigeants, et les engagements des salariés, et l'engagement au travail des salariés. Ensuite, dans le droit fil de ce que nous aura dit Stéphane, je me tournerai vers Nicole Notat, afin qu'elle ouvre son cockpit et qu'elle nous dise un peu ce que révèlent les cadrans de Vigéo, à la fois sur le climat social au sein des entreprises, dans toute leur diversité, parce que je pense que ça doit être assez varié, mais aussi sur les politiques, et notamment les politiques les plus innovantes que certaines d'entre elles sont en train de mettre en œuvre. Ça nous ouvrira peut-être quelques espoirs et un élément de réponse à ce que François réclamait à l'instant. Ensuite, je demanderai à Éric Albert d'aborder la question assez critique, mais néanmoins qui fait partie de l'actualité, des troubles psychosociaux, en essayant de dépasser l'émotion, aussi légitime soit-elle, qui entoure ce sujet, et surtout en essayant d'en faire apparaître les significations profondes, qui est un préalable indispensable à la recherche d'une solution et de remèdes partagés. Enfin, Franck Bassner, qui aura écouté attentivement toutes les interventions des trois Français, nous livrera les réflexions qu'elle lui inspire, avec l'œil extérieur, mais comme je l'ai dit, très passionné pour la France qui est le sien. Je lui poserai la question: comment jugez-vous le modèle social français? Est-il à bout de souffle? Doit-on le régénérer, le réinventer, comme le suggérait François à l'instant? Avons-nous raison de nous y accrocher, d'en être fiers? Est-ce que ça serait bien que nous décidions de le réformer? Dans quelle mesure? Et si c'était le cas, dans quelle mesure l'exemple allemand, le cas allemand, pourrait-il nous servir ou non de source d'inspiration? Voilà. Alors, Stéphane, si tu veux bien, tu ouvres le débat en essayant de dresser un tout petit peu le panorama tel que tu le vois après ce moment extraordinairement critique et tendu que nous avons vécu pendant l'automne. Beaucoup de choses ont été dites ce matin sur la nécessité, pour mettre le pays en avant, de résoudre la question de la défiance. Et dans le propos introductif, vous nous rappelez que le modèle social a ses caractéristiques et que les Français y sont attachés. Alors, l'année, effectivement, Gilles, l'année 2010 a été marquée par cette réforme des retraites qui se voulait emblématique pour le pouvoir politique, et nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Donc, j'articulerai mon propos de la façon suivante. Que nous apprend l'année 2010 sur le rapport du pays à la question sociale et à la réforme, et y a-t-il des leçons qui puissent être tirées dans la perspective de la future présidentielle, puisque l'année 2011 sera sans doute une année de transition. Certes, des chantiers sociaux ont été ouverts par le président de la République et le Premier ministre, un tout petit peu plus sur les questions sociales d'ailleurs, mais ce sera sans doute une année de transition. Donc on a le temps pour faire dans la discussion bilan de ce qui s'est passé et de se projeter sur la question du modèle social. Moi, je tirerai 5 enseignements de paradoxes qui sont les nôtres du rapport du pays à la réforme, du rapport du pays au social et à son environnement. Le premier, ça a été dit ce matin de multiples façons, nous détenons en Europe le record de pessimisme des individus dans leurs différentes dimensions, comme citoyens, salariés et les jeunes. Alors même, vous le savez, que notre modèle social, c'est son avantage, c'est peut-être son inconvénient ensuite dans la période de reprise économique, a permis que socialement notre pays résiste mieux que les autres. Et quand évidemment on compare les réactions des opinions nationales aux réformes structurelles dans les autres pays européens et ce qu'a été le mouvement de mobilisation sur les retraites où des millions de Français étaient dans la rue et surtout le mouvement social était soutenu par 2 Français sur 3, quand on voit les réactions de l'opinion grecque ou l'opinion irlandaise au plan de réformes structurelles, on voit l'écart incroyable entre la défiance de nos salariés et des citoyens à l'égard du cours des choses et une situation qui demeure préservée pour eux, même s'ils nous disent qu'ils ont eu le sentiment que ces dernières années, les inégalités sociales avaient pu croître. Ça, c'est le premier paradoxe qui a été confirmé
par l'écart de réaction entre les opinions publiques face aux réformes sociales, structurelles et économiques en France et en Europe. Deuxième paradoxe, c'est que souvent, pour les chefs d'entreprise et pour nos amis étrangers, les formes de radicalité sociale que peuvent prendre des mouvements sociaux sont souvent exprimées comme l'idée que ce serait la marque du caractère révolutionnaire, historique de notre pays. Telle n'est pas exactement mon analyse au travers des études d'opinion, qualitatives ou quantitatives. La radicalité sur les modes d'action du pays ne sont pas l'expression du souhait d'un autre type de société, comme ça a pu être dans le passé, mais plutôt l'expression de la conjonction d'une crainte de décrocher socialement ou du refus de situations d'injustice sociale. Troisième paradoxe français, c'est le rapport au travail. Les Français, ça a été dit ce matin, se disent malheureux au travail, mais vous, chefs d'entreprise, observateurs, consultants, dès qu'il s'agit de rentrer dans les entreprises, on voit à quel point les salariés français sont attachés à leur métier, sont attachés même dans les études à l'entreprise, à deux conditions. La première, c'est qu'ils soient dans une PME-PMI dont ils estiment que le patron est comme eux, victime potentielle de la globalisation, mais dont le sort ne sera pas extrait de leur situation de salarié si l'entreprise devait fermer. Deuxièmement, confiance dans son entreprise quand on est dans une grande entreprise qui ne semble pas dépendante de l'actionnaire ou des marchés financiers, plutôt des entreprises à l'abri des marchés et de la bourse, plutôt plus les entreprises dites familiales. Quatrième paradoxe, nous sommes le pays, les grands syndicalistes qui sont là, autrefois Nicole Notat et Bernard Thibault le savent assez, nous sommes un pays où, dans la représentation sociale, c'est toujours la légitimité politique qui a semblé primer sur le dialogue social. Nous sommes de cette tradition, contrairement à d'autres pays européens. Or, le paradoxe, c'est que l'élection de Nicolas Sarkozy, c'est le retour du politique en majesté. Or, qu'a-t-on vu lors de cette réforme des retraites? On a vu jusqu'à la fin un pays soutenir, contre la légitimité politique qui avait été élue, un front syndical contre la réforme des retraites. Enfin, cinquième paradoxe, c'est le fait que le sacre de Nicolas Sarkozy à la dernière présidentielle, ça a été dit ce matin d'une certaine façon, venait de ce que, contrairement à ses prédécesseurs et à d'autres, il ne justifiait pas le mouvement de la réforme à partir de contraintes extérieures dans lesquelles le pays ne se reconnaissait plus, l'Europe comme la France en grand, la globalisation, les marchés financiers, mais à partir de son courage, de sa volonté et de sa responsabilité. Or, j'ai été très frappé du fait que, finalement, la victoire à la Pyrrhus qu'il remporte lors de la réforme des retraites, puisqu'il a gagné politiquement, la réforme est passée, mais le pays est resté sur sa faim et j'étais très frappé d'une tribune d'un grand patron dans Le Monde après ce mouvement, semblant faire la leçon au président de la République en lui indiquant que finalement le pays avait été assez mûr. Claude Bébéard, pour ne pas le nommer. Oui, du coup, j'ai été frappé de la grande maturité du front syndical, du mouvement social et d'un certain point de vue du pays dans une façon de faire qui semblait plus vouloir faire une démonstration politique qu'une pédagogie sociale, tout cela se retournant contre notre pays puisque l'image de la France à l'étranger a été au total dégradée. Pourtant, quand on se projette sur la période qui vient, je voudrais, à partir de ces paradoxes révélés ou en tout cas amplifiés ou mis en scène de façon plus importante encore que les fois précédentes, tirer un certain nombre de leçons sur le cahier des charges qui m'a été donné sur le modèle social. Oui, il y a non seulement un modèle social en France, mais il y a un imaginaire français sur les questions sociales. C'est-à-dire qu'il y a un point
de cohérence entre la défiance des citoyens à l'égard du corps national et la défiance de salariés à l'intérieur de certains types d'entreprises quand des conditions du mouvement et du changement ne sont pas réunies. En un mot, pour réformer la France, pour réformer notre modèle social, nonobstant la question du contenu des réformes, il y a des façons de faire qui ne peuvent pas être la simple duplication de la façon de faire, de réformer dans les pays étrangers, notamment les pays anglo-saxons. La première condition, c'est la question de l'autorité dans la nation et l'autorité dans l'entreprise. Les entreprises et les gouvernants qui arrivent à mettre en mouvement leurs salariés et les citoyens, il y faut une première condition, c'est la responsabilité. Elle est acquise pour le président de la République, elle demeure, et c'est une question tout à fait décisive pour les Français, quoi que soient les critiques du pays à l'égard de Nicolas Sarkozy. La question de la responsabilité. Je suis responsable. Je ne vais pas m'abriter derrière des tutelles extérieures derrière lesquelles je ne me retrouve pas. C'est décisif pour l'entreprise. Une entreprise en France qui justifierait auprès de ses salariés qu'elle doit aller quelque part sous l'imposition de contraintes extérieures serait une entreprise qui se tirerait une balle dans le pied parce qu'elle dirait au corps social des salariés qu'il n'a pas les ressources, le savoir et les savoir-faire suffisantes pour que l'entreprise se mette en mouvement à partir de ses propres ressources. Voilà une première façon de faire très française, qui ne ressemble pas à la façon de fonctionner des salariés des autres pays. C'est-à-dire qu'il faut se projeter de l'intérieur vers l'extérieur à partir d'une incarnation, mais une incarnation qui fasse ce que j'appelle récit, c'est-à-dire qui donne chacun sa place au sein du processus. Quand Nicolas Sarkozy se fait élire sur travail, mérite, pouvoir d'achat, et qu'il renonce ensuite au pouvoir d'achat, il ne renonce pas, comme l'envisageraient des économistes, à la question de savoir quel argent j'ai dans mon porte-monnaie, il renonce à l'idée de dire à chacun que sa place au sein de la nation vient du rapport capital-travail. Et donc il délite le récit qui est le sien. Donc nous avons un Nicolas Sarkozy qui incarne, mais qui, en amont de faire les importante, a perdu le récit, puisqu'il dit à la France, il faut se moderniser sans dire où elle va aller, sans dire quelle est la place des uns des autres. Il se contente de dire c'est énorme, il y a un conducteur, il y a quelqu'un de responsable, mais il ne construit pas une cohérence du récit entre là où on est, là où on va aller, la place des uns et des autres. Ça, c'est le premier élément qui signe notre spécificité française. La seconde, c'est que nous sommes, je termine, voilà. La seconde, c'est que nous sommes un pays des finalités. Nous sommes un pays du pourquoi et pas un pays du comment. Or, quand je travaille pour les grandes entreprises, le top management et mes clients sont dans des processus du comment. Et quand on descend dans la chaîne de l'encadrement, on arrive à la question du pourquoi. Et là, il y a un problème évidemment de formation des élites. Ça vient de ce que les processus de réforme viennent de pays anglo-saxons. Or, nous sommes un pays de tradition catholique, pas protestante. La question de l'articulation entre les fins et les moyens dépend d'une anthropologie des pays qui varie selon les pays. Et donc le process du changement est un process qui doit être adapté aux situations et non pas penser que parce que, par exemple, on est une multinationale ou une grande entreprise, on pourrait faire de la même façon dans les pays anglo-saxons et nôtres. Troisièmement, la négociation sociale est non seulement souhaitable, mais possible. Elle est souhaitable non pas pour des raisons à l'ancienne, elle est souhaitable parce que l'individu est scindé. Lors de la réforme des retraites, les Français disaient oui, l'allongement de la vie augmente. Et donc, il faut réformer le système. Mais la réforme est-elle juste? Est-ce que quand on est un senior, on va arriver jusqu'à l'âge de la retraite? Est-ce que donc c'est seulement une question de pension et pas également d'allongement? Et donc, c'est parce que l'individu est scindé et qu'il n'a pas les réponses à ça qu'il délègue à la négociation sociale, et en l'occurrence c'était au front syndical qui avait seul la confiance des salariés, le soin de résoudre leurs propres contradictions. Donc vous le voyez, il y a la théâtralité sociale à l'ancienne,
et il y a les raisons profondes pour lesquelles, alors même que la légitimité politique doit trancher en dernière instance, il est nécessaire qu'il y ait une négociation sociale pour que les individus sortent d'eux-mêmes les contradictions qui puissent être résolues par le haut. Comme il y a eu trop la volonté de faire une démonstration politique lors de cette réforme des retraites, l'opinion n'a pas eu le temps de se dire ce qui sortirait de la négociation finalement tranchée par le politique serait le meilleur compromis entre le souhaitable et le possible. Et je termine enfin sur le fait que pour les individus, il n'y a pas d'un côté le social, de l'autre l'économique et de l'autre le politique. Ça a été dit lorsqu'il a été fait l'éloge du film Les dieux et des hommes. La crise économique et la crise climatique fait que les contradictions des individus éclatent. Ils mettent en avant des valeurs de l'ordre du commun et parce qu'ils ont peur de chuter, ils se vivent comme en guerre avec le voisin d'à côté. Et donc, comme les individus sont percutés par la crise climatique et économique qui restreint le souhaitable, puisque le possible se restreint, les individus doivent faire travail sur eux-mêmes. Et donc, ils attendent des dirigeants nationaux et des chefs d'entreprise qu'ils travaillent une cohérence entre leur identité, leur message et leur conduite. Ce qui fait qu'une grande entreprise ou une moins grande ne peut pas penser la question de son projet d'entreprise indépendamment de la question de son projet social et de son type de management. On l'a vu dans une très grande entreprise française. Elle pouvait faire des produits très bien, son ancien patron pouvait raconter des choses très bien sur les NTIC, mais quand à ce point il n'y avait pas de cohérence entre ce que l'on croyait la façon dont les salariés vivaient bien leur vie au travail et le reste, c'est quelque chose qui a pourri de l'intérieur le climat de cette entreprise. Donc si aujourd'hui les entreprises communiquent plus sur leurs valeurs que sur la qualité de leurs biens et services, c'est bien qu'elles ont compris cette aspiration d'un individu qui est à la fois salarié, consommateur, citoyen et épargnant. Et donc le travail à faire, c'est non seulement un travail structurel sur le modèle social, un travail politique sur la façon de faire, et le prochain président qui l'emportera sera celui qui arrivera à travailler cette cohérence, mais dans l'entreprise, c'est de travailler la cohérence entre les dimensions économiques, financières, sociales et la question de l'empreinte environnementale. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Stéphane, c'était très bien. Ouais, bien, Nicole Notaz, la transition n'a même pas besoin d'être soulignée. Enfin, Stéphane vient de vous lancer la balle de façon assez claire. Je le disais tout à l'heure, Vigéo a pour fonction et pour vocation de rentrer dans les entreprises et justement de mesurer leur performance justement dans ce domaine de la responsabilité sociale et environnementale, le cas échéant, les aider à l'augmenter. Donc ça vous donne la possibilité d'avoir une vue assez large de la situation actuelle des relations sociales dans les entreprises. Quel type de diagnostic dressez-vous ? Je vais peut-être commencer par dire que notre existence aujourd'hui est peut-être d'abord l'illustration d'une schizophrénie. Je vois des gens qui sourcillent en se disant « Mon Dieu ». Je dis d'une schizophrénie parce que quand on parle de la manière dont l'entreprise a des responsabilités à l'égard de ses salariés, à l'égard des droits fondamentaux, à l'égard de l'environnement, à l'égard de ses fournisseurs, de ses sous-traitants, de ses clients, des territoires. Tout ça, et beaucoup ne se sont pas privés de le dire pendant longtemps, mais qu'est-ce que c'est que cette belle histoire ? C'est une histoire qui n'a rien à voir avec les finalités réelles de l'entreprise. Les finalités réelles de l'entreprise étant, c'est encore dans des cours qu'on enseigne dans les écoles de commerce et ailleurs, la finalité de l'entreprise étant bien sûr de produire des biens et des services, de faire des profits, et de faire des profits d'abord pour le bien de ses actionnaires et de ses investisseurs. N'oublions pas que, avant la crise, on sort d'une période où le fin du fin, le must pour l'entreprise qui était cotée, c'était la maximisation de la valeur pour l'actionnaire. Et je dis ça parce que c'est dans ce contexte-là, pourtant, qu'est née en même temps la notion de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui fait écho à des débats anciens. Jean Gandois est devant moi, je ne peux pas m'empêcher de repenser au débat sur l'entreprise citoyenne,
au débat sur la performance globale de l'entreprise, qui n'est pas seulement la performance financière. C'est tout ça qui est derrière. Et donc, pendant qu'on est dans cette, je dirais, cette dérive de tout pour la finance et tout pour le rendement le plus rapide et le plus élevé, on a pourtant des entreprises qui s'intéressent à autre chose. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Je rencontrais un grand patron il n'y a pas très longtemps, après la crise, et qui me disait « Franchement, on a eu la trouille. Et de vous à moi, on a un peu déconné. On se disait que quand on était devant nos financiers, quand on était dans nos roadshows et compagnie, il fallait surtout leur faire la preuve qu'on allait être encore meilleur que ce qu'ils attendaient de nous en termes de rendement, rentabilité, etc. » Et puis, disait-il, quand je revenais ici, je me disais quand même, mais pour faire les résultats que j'ai besoin de faire, c'est pas avec le retour sur investissement que je vais mobiliser mes gars ou mes filles, c'est pas en faisant ça, etc. Donc, je dois, en même temps, pour les faire lever le matin et pour être sûr que je vais avoir mes performances, le capital humain qu'il représente, je sais qu'il est une des forces incontournables de ma performance. Je sais aujourd'hui que dans le monde tel qu'il est, je ne peux plus négliger, peut-être autant que je le pouvais le faire hier, les retombées, les impacts des décisions que je prends, des produits que je mets sur le marché, des conditions dans lesquelles je produis et je pollue. Je ne peux plus tout à fait ignorer ça de la même manière parce que, si je l'ignore, j'ai des effets boomerang en termes d'image et de réputation qui finissent par faire du mal à la marque et qui finissent aussi peut-être à faire du mal au porte-monnaie, parce qu'il peut y avoir quelques procès, parce qu'il peut y avoir quelques boycotts, parce qu'il peut y avoir quelques controverses, parce qu'il peut y avoir aussi quelques effets sur le manque d'attractivité des produits de l'entreprise sur le marché du travail ou sur le marché des capitaux. Donc, dans ce même temps, c'est pour ça que je parle de schizophrénie, à la fois, je n'échappe pas, et peut-être même que parfois je fais un peu de zèle pour être vraiment très bon dans ce que les marchés attendent de moi, mais en même temps, je sais que mon entreprise est faite pour autre chose, elle a son rythme, elle a sa vie propre, elle doit faire la preuve de sa respectabilité et du respect qu'elle doit avoir aussi à l'égard de l'ensemble de ses autres parties prenantes. Et on est sur un débat, et je vais venir après aux réalités un peu plus concrètes, on est sur un débat qui est vieux comme le monde. L'entreprise est-elle tout entière orientée vers ses actionnaires? Les actionnaires sont-ils propriétaires de l'entreprise? Mais il faudrait qu'aujourd'hui les chercheurs se mettent à écrire des choses là-dessus. Est-ce que c'est si sûr que ça qu'on peut affirmer comme ça que les actionnaires, tous les actionnaires, quelle que soit leur nature, soient les propriétaires de l'entreprise? Et là, on est dans ce que les chercheurs appellent la logique actionnariale, théorie de l'agence, etc. Ou bien, est-ce que l'entreprise est dans une vision partenariale? Bien sûr, les actionnaires, bien sûr, les investisseurs. Qui peut nier qu'une entreprise n'a pas besoin d'argent et qui peut nier que le capital a besoin d'être rémunéré? C'est surtout pas ça l'objet de mon propos. Mais en même temps, elle a d'autres parties prenantes qui ont aussi à voir avec sa propre efficacité, sa propre performance, mais en réciprocité. J'aime beaucoup le concept, c'est Franck Ribou qui l'a nommé un jour, d'entreprise dans son écosystème. Et il explique qu'aujourd'hui, penser que aller simplement chercher à l'autre bout du monde des produits qui sont moins chers, des conditions sociales plus faibles dans des pays où on connaît la vulnérabilité des systèmes sociaux, voire l'inexistence des systèmes sociaux. Bien sûr, c'est une réalité, bien sûr, c'est un plus à un moment donné, mais c'est une vision à court terme. Parce qu'à un moment, dit-il, si toutes les personnes qui sont associées à l'entreprise ne sont pas eux-mêmes en situation de produire du professionnalisme, de la qualité, donc d'être rémunérés dans des conditions qui leur permettent de faire ce qu'il convient de faire, in fine, c'est l'entreprise, je ne parle pas des actionnaires, c'est l'entreprise qui va peut-être y perdre. Et ce faisant, on est donc dans un jeu davantage gagnant-gagnant entre l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt de ses parties prenantes. Alors une fois que j'ai dit ça, bien sûr que je peux dire qu'à travers ce que l'on voit, on voit des multinationales en particulier qui
se mettent à se préoccuper de ces questions-là et qui sont attentives aujourd'hui, jusque, par exemple, dans une entreprise, vous savez que le risque manager, c'est celui qui fait la liste de où est-ce que je dois m'assurer du risque. Alors, du risque si je m'installe dans tel pays, bien sûr, du risque produit, du risque industriel, du risque, tout ça, OK. Mais on voit maintenant arriver le risque social, le risque sur les droits fondamentaux, le risque sur la pollution ou l'environnement. C'est-à-dire que le champ des risques que l'entreprise doit maîtriser est en train, dans certaines entreprises, de s'élargir à ce genre de préoccupations. C'est en quelque sorte, ça ne se lit pas dans les journaux, mais ça existe. Aujourd'hui, il y a à peu près 70 accords européens ou internationaux entre une multinationale et ses partenaires sociaux. Alors, les partenaires sociaux, en général, ça se négocie avec les syndicalistes du pays, du siège de l'entreprise, auquel est associée la fédération interprofessionnelle internationale, qui représente par exemple l'alimentation, par exemple la chimie, par exemple une autre. Et on a aujourd'hui des accords de multinationales qui sont des accords qui stipulent des obligations à l'entreprise sur les conditions dans lesquelles elle va se comporter dans les pays, y compris où il n'y a pas de législation sociale ou environnementale, où il n'y a pas toujours de convention collective. Alors, je suis en train de vous donner là des signaux faibles, hein, ce n'est pas la totalité de ce qu'on représente. Vous avez beau jeu de me dire, oh là là, c'est bien beau tout ça, mais tout le reste à côté, oui, tout le reste à côté, incontestablement. Mais il n'empêche que si vous me demandez, et avec une vision de ce qui bouge et de ce qui avance, je dois dire que ces choses-là existent et que ce sont sans doute des sujets qui sont porteurs, qui sont dynamiques et qui constituent en quelque sorte aussi une nouvelle frontière de régulation entre le politique, l'économique, le financier au niveau national et mondial. Je suis pour ma part persuadée qu'il y a besoin d'un pilote international dans l'avion politique qui n'existe pas aujourd'hui. Il faut un G8, il faut un G20, il faut tout ça, mais on espère tout ça parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'endroit, de lieu où on peut dire le droit commun, où on peut dire la règle du jeu international. Les institutions internationales, on le sait, n'ont pas ce rôle et l'ont de manière compartimentée et en tout cas pas au point d'assurer cet ensemble de cohérence. Il faut donc retrouver des règles du jeu qui sont de nature politique pour dire, voilà, il y a ce qui est permis, il y a ce qui n'est pas permis. Je veux absolument dire ça avant ce que je vais dire en deuxième position. Mais en deuxième position, il y a aujourd'hui de nouvelles frontières qui se dessinent entre l'entreprise et les problèmes de la société. L'entreprise est dans la société, ça va de soi, mais c'est bien de leur dire. Parce que l'entreprise, elle a pu avoir tendance à vivre en vase clos avec ses actionnaires et en se disant que les problèmes de la société appartenaient à d'autres. Les politiques, les acteurs sociaux, etc. Or, aujourd'hui, les problèmes de la société, les problèmes écologiques, le fait de créer et d'aller vers un nouveau modèle de croissance et un nouveau modèle de développement, le fait de penser à des produits qui sont moins polluants, plus sobres en carbone, etc., ça rentre dans l'entreprise. Donc les problèmes de la société géostratégique et locale entrent dans l'entreprise. Et à l'inverse, l'entreprise ne peut plus être indifférente aux impacts de ce qu'elle fait et produit sur la société. Et on assiste à une réinternalisation d'un certain nombre de responsabilités que l'entreprise, il n'y a pas encore si longtemps, je parle dans les entreprises qui s'engagent dans ce genre de problématiques, hein, s'il vous plaît, ce n'est pas un rêve que je vous raconte, prennent des responsabilités qu'elles renvoyaient hier sur la société. Je donne un exemple. On va prendre un exemple sur, par exemple, les plans sociaux. Entre une entreprise qui dit, voilà, moi j'ai des règles, je respecte mes règles. Alors, heureusement, quand encore on respecte le droit là où il existe, c'est quand même le SMIC de la responsabilité sociale. Donc je fais ce qui doit être fait, je consulte, j'informe, puis à un moment donné, je licencie, et puis l'UNEDIC, et puis après chacun se débrouille pour retrouver du boulot, et les territoires où il y a moins d'emplois se débrouillent. Les entreprises aujourd'hui les plus avancées et les plus éclairées dans leur responsabilité sociale considèrent qu'il leur appartient aussi de s'occuper de l'accompagnement professionnel des salariés qui sont privés d'emploi,
et de s'occuper de créer de nouvelles activités sur les territoires dont les emplois auront été supprimés. Elle aura dû fermer une entreprise parce que, etc., etc. Voilà. C'est donc les deux extrêmes. Alors, on a des super voyous d'un côté, on a des gens qui commencent à être exemplaires de l'autre côté, puis il y a au milieu toutes les zones et le Marais qui, bien sûr, n'est pas encore du tout touché par ça. Mais voilà, j'en arrêterai là pour ne pas abuser de mon temps de parole. Ce que je veux dire, c'est qu'en observant et en analysant le comportement des entreprises sur leur capacité à intégrer, à internaliser de la responsabilité sociale et environnementale, et de le faire vraiment, pas à travers de la déclaration, mais en regardant que tout ça s'inscrit bien dans la stratégie et dans les opérations, je crois qu'on est des bons observatoires des conditions dans lesquelles sont en train de bouger, mais ce n'est pas formalisé, ce n'est pas nommé, ce n'est pas mis en mots, ce n'est pas dans les bouches des politiques, c'est encore peu dans la bouche des organisations syndicales au niveau confédéral et fédéral, des nouvelles conditions de création de droits et d'intérêt pour les salariés et d'autres parties prenantes qui, je crois, sont, me semble-t-il, dans la mondialisation telle qu'elle est, avec tous ses défauts, un fil qu'on aurait intérêt à tirer parce qu'il me semble vraiment prometteur. Nicole Notat, quel est les leviers principaux qui peuvent inciter une entreprise à rentrer dans une démarche de la sorte, c'est-à-dire la démarche telle que vous la décrivez, c'est-à-dire sincère, profonde, concrète et pas simplement publicitaire, j'allais dire. Vous avez cité à plusieurs reprises les problèmes d'image de marque, et c'est tout à fait important pour une entreprise de la défendre. Est-ce que le levier du climat social interne est un levier pertinent ? Autrement dit, est-ce que les entreprises qui s'engagent dans ces stratégies de responsabilité sociale et environnementale y trouvent un gain dans le climat social interne, dans la mobilisation des collaborateurs ? Est-ce que si la démarche est sincère, ils peuvent embarquer leurs collaborateurs dans cette démarche ? Est-ce qu'il y a aussi un moyen de mettre un gain financier à ces attitudes-là, ou plus exactement un coût financier aux entreprises qui n'accepteraient pas de rentrer dans cette stratégie ? On ne fait pas ça que par vertu, je suppose. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que la vertu est quelque chose de trop fragile pour qu'on s'y accroche. Donc, quel est le levier qui fait fonctionner ça ? Il n'y a surtout pas de philanthropie, il n'y a pas de morale derrière ça. C'est important de le dire parce que beaucoup parlent de la responsabilité sociale comme une affaire de morale et évidemment, on passe à côté de tout quand on aborde cette question-là comme ça. Non pas que je sois morale ou qu'il ne faille pas parler de morale ou d'éthique, mais ce n'est pas de ça dans ce dont on parle. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise s'engage là ? Une bonne crise. Une bonne crise qui a impacté, prenez une crise écologique, BP, Total à un moment donné, prenez une grosse crise sur le respect ou le non-respect des droits de l'homme, par exemple, des enfants qui ont été, une entreprise qui a été prise en défaut, Nike en son temps et d'autres après. Donc quelque chose qui, à un moment donné, ayant à voir avec les sujets dont je viens de parler, ont eu un gros impact sur l'entreprise, alors en termes d'image, mais au-delà de l'image, derrière, en termes de business, de boycott et compagnie. Donc là, il n'y a rien de plus réaliste qu'un chef d'entreprise. J'imagine que vous ne me contredirez pas pour ceux qui sont dans la salle. Et par conséquent, si à un moment donné, il y a une crise ou un problème de ce genre, on cherche à comprendre. Et en face de l'analyse du problème, en général, on cherche des solutions. La deuxième, il ne faut pas l'oublier, s'il n'y a pas la crise, c'est la pression de la société et de l'opinion publique. Alors, les syndicats, je trouve qu'aujourd'hui, ils sont encore un peu frileux pour révéler des choses comme ça, pour une raison simple, c'est qu'ils pensent que tout se passe entre eux et l'entreprise dans l'entreprise, sauf quand il y a une grosse crise. Mais révéler et porter ce qui se passe au niveau international, par exemple, moi je plaide pour l'internationalisation de l'action syndicale à outrance, non pas qu'il n'y ait plus rien à faire sur les questions locales, mais sur ces choses-là, il y a besoin de pression et de problématiques à d'autres niveaux. Les organisations des droits de l'homme, Amnesty International est très porteuse là-dedans, la Fédération
les fédérations des droits de l'homme, les ONG environnementales sont aujourd'hui des entreprises qui, par la pression qu'elles organisent, prenez les Amis de la Terre sur les bandes, par exemple, ce sont aujourd'hui des organisations que les entreprises suivent avec beaucoup d'attention parce qu'elles révèlent des situations sur lesquelles l'opinion publique est très attentive et qui fait qu'on ne peut plus s'en désintéresser. Donc il y a des raisons. Bon, il faut aussi rendre de temps en temps justice à quelques chefs d'entreprise. Alors vous avez cité les entreprises familiales, par exemple, où il y a de la différence, c'est vrai. Il y a des types d'entreprises et des types de dirigeants qui, pour l'histoire, pour la culture, pour leurs convictions propres, n'ont pas attendu qu'on parle de ces questions-là pour savoir qu'une entreprise qui voulait avoir de l'avenir et de la performance future devait respecter ses salariés, ses territoires et toutes ses autres parties prenantes. Le gain financier, alors ça, c'est la question, ça va coûter ou ça va rapporter? Alors, je prends souvent l'exemple de la formation continue, qui aujourd'hui dans ce pays n'est plus un sujet, je crois. Ça fait longtemps que j'ai pu négocier sur ces sujets-là, mais je crois qu'on en est convenu que la formation professionnelle, c'est utile aux salariés, c'est utile aux entreprises, il me semble. Même si on peut encore chipoter en se disant que plus l'entreprise paye, plus on a gagné. Bon, on peut chipoter sur des choses comme ça, mais le sujet n'est plus un élément de polémique sur le principe. Quand vous faites des actions de formation dans l'entreprise, vous êtes persuadé que c'est pour entretenir les compétences, c'est pour entretenir les qualifications ou la mobilité professionnelle du salarié et qu'in fine, c'est l'entreprise qui va être trouvée gagnante. Où est-ce que vous voyez dans un état financier le gain financier que ça rapporte? Moi, je ne le vois pas. À chaque fois, je demande. On me dit, si on sait dire, j'ai réduit les accidents du travail de temps, un accident du travail, ça me coûte tant, donc j'ai fait telle économie. D'accord, sur les accidents du travail, c'est pas neutre, on sait le dire. Qualité du dialogue social. On est tous persuadés, il y a des études qui le prouvent maintenant, y compris jusqu'à la Banque mondiale, qu'une bonne cohésion, une bonne qualité de dialogue, un bon climat dans l'entreprise agit sur la performance, sur la qualité du travail de l'entreprise. Aller mettre ça en euros dans un compte financier, c'est quasi impossible. Donc ça ne peut que rapporter, même si on ne sait pas le monétiser, c'est une bonne raison de le faire. Et en fait, arrêtons de voir ça comme un coût, comme une contrainte supplémentaire. Là où les choses deviennent dynamiques et positives, c'est quand les chefs d'entreprise se disent c'est de fait un investissement. Et c'est un investissement de la même façon que d'autres investissements. Le retour sur investissement est moins facile à monnayer, monétariser, mais il y a des sujets sur lesquels il peut l'être. Très bien. Merci beaucoup. Albert, on va revenir sur une réalité qui a été un petit peu l'actualité la plus aiguë, la plus dramatique, j'allais dire, de l'année 2010, qui a permis de faire apparaître sur la scène politique et sociale les fameux troubles psychosociaux à travers les suicides dans un certain nombre d'entreprises. Alors vous intervenez dans plusieurs entreprises pour justement essayer de fluidifier la relation sociale et le lien. Quelle est l'analyse que vous portez sur ces troubles et l'analyse en profondeur, pas simplement une fois dépassé l'émotion? Alors, Nicole Notat a commencé par la schizophrénie. Moi, je commencerai volontiers par l'ambivalence et la double ambivalence qu'on peut constater dans l'entreprise aujourd'hui entre, d'une part, l'ambivalence des salariés et l'ambivalence des dirigeants. Je rappelle que l'ambivalence, c'est un mécanisme psychique qui nous habite tous et qui est caractérisé par le fait qu'on est habité par des envies contradictoires de quelque chose et de son contraire, et que c'est probablement l'un des mécanismes les plus efficaces pour nous rendre malheureux. Un des secrets du bonheur est d'identifier et de sortir de ces ambivalences. Pardon ? Pas d'envie. Alors, ambivalence des collaborateurs, des salariés en France, qui est une spécificité peut-être française. Vous savez que quand vous demandez aux salariés français quelle est leur principale aspiration au travail, ils disent l'épanouissement. Quand vous demandez à un salarié américain quelle est sa principale aspiration par rapport au travail, il dit un salaire. Il y a probablement là un contresens. Tout à l'heure, on parlait de la finalité de l'entreprise. La finalité de la vie professionnelle, c'est probablement ce qu'on a tous comme finalité, qui est d'être dans
plus d'efficacité, dans une quête d'efficacité. Ce qu'on cherche tous à faire dans nos domaines, c'est être un peu plus efficace. Les résultats financiers, etc., tout étant des résultats, des symboles de cette efficacité. Par ailleurs, quand vous demandez à un collaborateur français, à un salarié français, où est-ce qu'il met le travail dans sa vie, il dit surtout pas au centre de ma vie. Le centre de ma vie, ça n'est pas le travail. Avec probablement tout le mouvement autour des 35 heures, que je ne qualifie pas, mais dans lequel, derrière cette idée des 35 heures, il y a eu un discours politique très fort disant le travail, la vie est en dehors du travail. Et la vraie vie est en dehors du travail. Donc vous voyez bien cette contradiction, cette ambivalence chez les collaborateurs. Alors ensuite, parlons des dirigeants. Il se trouve qu'une grande partie de mon activité est d'accompagner des dirigeants. Et ce qui me frappe énormément chez les dirigeants depuis quelque temps, c'est que presque tous les dirigeants que je vois ont peur. Les dirigeants ont des émotions aussi. Et une de leurs émotions principales est la peur. Et quand un dirigeant a peur, qu'est-ce qu'il fait ? Il met en place des systèmes de contrôle. Il processise. Il se donne ce qu'on appelle en psychologie l'illusion de contrôle. Je parle bien d'une illusion, mais cette illusion de contrôle calme son stress, qui est de se dire qu'avec le process, il va maîtriser complètement toute sa mécanique et il se met en tête, et c'est d'ailleurs les consultants aident beaucoup à vendre ça, une vision très mécaniste de l'entreprise, dans lequel il va tout maîtriser par ce que vous connaissez par cœur, les KPI et autres, les indicateurs de toutes sortes qui vont lui permettre de tout maîtriser. En même temps, ce même dirigeant, quand vous parlez avec lui, il vous dit, et il le croit, que l'enjeu principal qu'il a, c'est la responsabilisation de ses collaborateurs, ce qu'on appelle l'empowerment, enfin les anglo-saxons appellent l'empowerment. D'avoir des gens qui sont responsables, qui prennent en charge les choses, qui apportent de la valeur par leur intelligence. Et là encore, lui est dans cette contradiction-là, qu'il ne résout pas, parce que du côté salarié comme du côté manager, dirigeant, c'est l'émotion qui prédomine à chaque fois. Une des choses qui est très très frappante qu'on peut voir dans les entreprises, c'est la charge émotionnelle et la montée de l'émotion, le stress n'étant qu'un des révélateurs, je dirais, de cette charge émotionnelle. Je vous rappelle que le stress, c'est la conséquence émotionnelle, d'un point de vue individuel, c'est la conséquence émotionnelle qu'on a à nous adapter à notre environnement. Quel coût émotionnel ça représente pour nous de nous adapter à notre environnement? C'est ça qu'on appelle le stress. Alors, dans ce contexte-là, on a parlé de méfiance tout à l'heure, Stéphane a parlé de méfiance, c'est évident qu'on est probablement un des pays dans lesquels la relation à l'intérieur de l'entreprise est la plus méfiante, avec plusieurs dimensions. Vous avez vu cette étude qui montre que 60% des collaborateurs considèrent qu'ils ont un intérêt divergent de celui des dirigeants. 60% des collaborateurs pensent ça. Et plus de 50% des managers. Donc vous voyez bien que le dirigeant de l'entreprise capitaliste, et je partage complètement ce que vient de dire Nicole Notas sur la nécessité de repenser le modèle capitaliste n'oublions pas que nous sommes le pays le plus anticapitaliste du monde. Tout le monde est bien conscient de ça. Les études ont montré qu'on a fait des études dans plein de pays, on pose la question aux gens, est-ce que l'économie de marché est une bonne chose? Le seul pays au monde dans lequel plus de 50% des gens pensent que l'économie de marché est une mauvaise chose est la France. Donc il y a évidemment une crise très très forte de ce modèle capitaliste chez nous en France qu'on peut expliquer par des tas de choses, le rapport à la mondialisation, la victimisation, l'idée que la France n'a plus avec sa capacité à gérer son destin dans une mondialisation, peu importe. Là n'est pas mon propos. Je voudrais revenir sur la méfiance et cette notion de méfiance très très puissante qui existe du fait de cette perception que le dirigeant a un intérêt divergent du mien. En gros, le dirigeant,
Qu'est-ce que c'est comment est perçu le dirigeant? Je parle de la grosse entreprise capitaliste et pas de l'entreprise évidemment familiale, quoique ça dépend desquelles. Est considéré comme, dans le fond, une espèce de séducteur d'actionnaire. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui fait rêver un actionnaire. Et quand il a arrêté de faire rêver l'actionnaire le vire. Et une fois qu'il a fait rêver l'actionnaire, derrière, il faut que les gens rament. Et si vous voulez, ce qui est extrêmement... Alors une autre chose qui est tout à fait frappante avec cette montée de l'émotion qu'on a dans l'entreprise et cette révélation qui est arrivée à l'occasion d'abord Renault, puis France Télécom sur cette sensibilisation globalement des collaborateurs en France sur la question du stress et du coup le risque de réputation qu'ont les entreprises et qui se sont posé la question, sont mis à s'intéresser au sujet. Ce qu'on voit par rapport à cette question du rapport au stress, c'est plusieurs choses. C'est d'abord la prise en compte très nouvelle du fait que la santé est devenue un sujet majeur dans l'entreprise, ce qui était peu le cas avant, sauf sur les cas de risques chimiques, etc. Mais la santé est vraiment devenue un sujet majeur. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle, d'une façon ou d'une autre, mon travail pourrait retentir sur ma santé est absolument inacceptable. Là encore, c'est assez récent. Et le déplacement du risque santé, du physique vers le psychique, puisque aujourd'hui, on voit bien que la tendance lourde est d'avoir un risque santé qui est beaucoup plus sur le psychique. Et donc, ce qu'on appelle le stress, si on posait la question dans cette salle, on aurait autant de définitions que de participants. Il y a une idée qui est derrière ça, en gros, qui est un certain mal-être au travail, qui vient de cette méfiance dont je parlais, qui vient alors d'un autre élément, qui me paraît tout à fait fondamental et là aussi qui est assez nouveau, et sur lequel là encore il y a probablement beaucoup de malentendus, c'est que vous voyez bien que ce qui a changé dans je dirais la compétitivité des entreprises dans leur performance, c'est que ce qui est devenu déterminant est leur adaptabilité. Là encore, c'est nouveau, c'est récent. Pendant des années, le sujet majeur de l'entreprise, c'était son gain de productivité. Je ne dis pas que c'est pas un sujet, je dis que c'est juste que c'est une condition nécessaire qui est loin d'être suffisante, puisque toutes les entreprises le font exactement de la même façon. En revanche, ce qui différencie la compétitivité d'une entreprise, c'est son adaptabilité. Or, qu'est-ce qui est compliqué dans l'adaptabilité? Ce n'est pas de changer de stratégie. On voit tous les jours des entreprises qui réorientent leur stratégie, qui vendent des parts entières, des pans entiers. Là, récemment, le groupe Pinot est en train de vendre sa distribution pour se réorienter vers d'autres types de stratégies. Les entreprises changent de stratégie. Et c'est assez... Elles adorent ça en plus. C'est pas de changer l'organisation. D'ailleurs, dès qu'un chef arrive, on sait que c'est un chef parce qu'il a changé l'organisation. Sinon, c'est pas considéré comme un chef. Donc, changer l'organisation est quelque chose qu'on voit de façon habituelle. Et les gens s'y sont faits. Ce qui est difficile dans l'entreprise à changer, c'est évidemment nos attitudes aux uns et aux autres, notre manière de travailler. C'est pas d'avoir un mail qui nous perturbe, d'avoir un outil qui est l'outil du mail qui nous perturbe. C'est l'usage qu'on a du mail et qu'est-ce que ça change dans notre mode de communication à l'autre. Notre relation à l'autre et les comportements qui vont avec, qui doivent changer par rapport aux nouveaux outils, aux nouvelles organisations. Et là, quand on parle d'adaptabilité et donc de changement, vous avez des collaborateurs qui vous disent « on a déjà beaucoup changé ». Et qui, de fait, il y a un épuisement dans l'entreprise. Une chose qui me frappe le plus, c'est de voir à quel point tout le monde est épuisé dans l'entreprise, à tous les niveaux. Donc, on a beaucoup changé, avec l'idée que, dans le fond, un bon dirigeant, ça serait quelqu'un qui leur demanderait de ne pas changer. Là, nous ne trompons pas. La pire chose qu'on puisse faire à un collaborateur, c'est de lui dire, surtout, ne change rien. Parce que quelqu'un qui ne change pas pendant une longue période perd ses capacités d'adaptation, sa souplesse adaptative. La
L'adaptabilité, c'est comme la souplesse physique. Vous souvenez-vous que vous touchiez le bout de vos chaussures quand vous aviez 20 ans, sans plier les genoux? Eh bien, vous l'entretenez, cette souplesse adaptative, à condition de continuer à se mettre dans une dynamique de changement. Et ce que peut faire de pire une entreprise à des collaborateurs, c'est de les laisser pendant des années à faire la même chose sans évoluer, parce qu'on les met dans des processus de vieillissement accéléré. C'est-à-dire que quand ils ont besoin à nouveau de s'adapter, l'effort d'adaptation, le stress que ça leur procure est tellement important pour des petits changements qu'ils n'arrivent plus à s'adapter. Donc là, il y a un malentendu de la part des collaborateurs. Il y a aussi un énorme malentendu de la part des managers, qui sont toujours dans l'idée que changer, c'est les autres. Quand vous posez la question à des dirigeants qui doit changer, les collaborateurs, évidemment. D'accord. Mais alors, les collaborateurs doivent changer, mais les gens qui les managent, oui, sûrement un peu aussi. Et vous ? Là, il y a une surprise, quoi. Les dirigeants doivent changer. Et vous voyez bien que une des choses qui est très très frappante, c'est de voir que le dirigeant est très très peu évalué sur sa capacité d'adaptation. Eric, il va falloir qu'on conclue. On le vire ou pas. C'est en tout ou rien, un dirigeant. Hein. Tout ça nous conduit à un sentiment très très fort qui amplifie considérablement la perception de stress. Le stress, c'est une perception. Ça n'est pas objectif. Si quelqu'un vous dit qu'il est stressé, c'est lui qui le sait. C'est pas objectif, c'est subjectif. C'est pas pour autant que ça ne se mesure pas. Tout ça, donc, augmente considérablement la perception de stress avec un dernier élément qui est la victimisation. Une des spécificités de la France, c'est que on se considère comme victime de l'environnement international, victime du capitalisme, victime de tout. Et que quand vous reprenez le modèle du stress, la victimisation, c'est le modèle animal du stress. C'est-à-dire que c'est le rat de laboratoire auquel vous envoyez des décharges électriques et qui n'a aucun moyen pour faire face. Or, le cœur du sujet lié au stress, alors pas d'un point de vue, vous avez le sujet collectif, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer le stress collectivement, mais d'un point de vue individuel, notre sujet à tous, c'est justement de retrouver de la marge de manœuvre face à notre système de contraintes. Plus je suis dans la victimisation, plus j'amplifie mon stress. Donc voilà ce que je peux dire pour poser ce sujet. Les gens réintroduisent de la marge de manœuvre, justement, parce que, en deux mots, parce que malheureusement, il va falloir qu'on conclue votre intervention, mais quel type de solutions ou quel type de voies doivent être explorées? Alors, la première chose qui me paraît évidente, c'est que le dirigeant doit travailler sur ses propres émotions. Parce qu'il a complètement perdu de vue que lui-même est totalement submergé par ses émotions et que donc il n'a plus de comportement stratégique, il a des comportements émotionnels. Le dirigeant qui se met en colère, c'est juste un dirigeant qui n'a pas la capacité de contrôler ses émotions, soyons clairs. Hein. Ça n'arrive jamais, bien sûr, mais bon. Ensuite, le point fondamental, c'est que arrivant à maîtriser ses propres émotions, il va pouvoir arriver à gérer une situation sans être dans l'hyper-contrôle. Le système de la confiance va se recréer à partir du moment où ceux qui sont en haut font confiance à ceux qui sont en bas et pas le contraire. C'est dans ce sens-là que ça peut se passer. Et c'est par la preuve de la confiance qu'on leur donne qu'eux referont confiance à leurs dirigeants. Mais aujourd'hui, on voit bien à quel point le dirigeant ne se donne pas cet espace-là et entretient considérablement le mécanisme de à travers ce qu'on appelle les process et qu'on connaît bien. merci beaucoup, Éric Albert. Dernier intervenant, Franck Bassner. Je disais en vous présentant tout à l'heure que vous connaissiez particulièrement la réalité française. Je pense qu'avec ce que vous venez d'entendre, vous la connaissez encore mieux. Est-ce que vous croyez à l'exemplarité ou à l'unicité d'un modèle social français? Comment vous l'évaluez? Et si, comme il a été dit un peu depuis une heure, il faudrait le faire évoluer, dans quelle mesure l'exemple allemand pourrait servir de source d'inspiration? J'ai très peu de temps, donc je serai très succinct pour répondre à toutes ces questions et placer quelques observations.
Il y a quand même une situation assez particulière en Europe, c'est que nous avons quelques pays qui se ressemblent dans la réalité des faits. Il y a des convergences réelles entre plusieurs pays industrialisés, et notamment entre la France et l'Allemagne, il y a quand même beaucoup de convergences. Les problèmes que se pose la société française, les problèmes devant lesquels se trouvent les dirigeants politiques, économiques, sociaux en France sont grosso modo les mêmes que nous avons en Allemagne. Il faut adapter, on a parlé d'adaptivité, de capacité d'adapter, il faut adapter nos systèmes de sécurité sociale, c'est clair. C'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour la France. Nous avons des systèmes relativement comparables. Mais il est vrai aussi que nous avons des modes de fonctionnement, et ça aussi a été dit, très différents. Alors chacun a ses traditions, et je remercie mon collègue de l'avoir déjà dit qu'on ne peut pas simplement cloner. Évidemment, l'exemplarité allemande, c'est toujours un risque de parler de l'exemple allemand, parce qu'on ne peut pas cloner des choses vécues dans un autre système. On observe, nous, à l'Institut, avec une certaine satisfaction, que l'intérêt pour les choses allemandes a augmenté en France dernièrement. Les journaux sont pleins. On peut le déprouver statistiquement que depuis quelques années, le regard vers l'Allemagne est systématique, approfondi, de hautes compétences. On regarde beaucoup. Mais je vous rassure que les Allemands aussi regardent la réalité française. On veut absolument copier le système éducatif français, parce qu'on a compris que chez nous, l'école mi-temps, c'est peut-être pas ça, parce que les femmes au travail, c'est difficile, la prise en charge de l'enfant, ça marche pas en Allemagne. Et chaque fois qu'on se penche un peu plus en détail sur la réalité, on se rend compte que l'idéal qu'on avait devant ses yeux, le rêve qu'on avait, c'était pas forcément non plus complètement idyllique. Alors tout ça pour vous dire que je ne vais pas du tout venir en donneur de leçons, parce que la première chose que j'aimerais faire, c'est vous dire 2 mots sur l'état des choses de cet exemple allemand, de cette façon de faire. Vous avez tous en tête l'idéal du mode consensuel allemand, de la négociation permanente, réglementée. Vous avez tous en tête la fameuse Mitbestimmung, qui n'est pas une co-gestion, mais une co-décision. Vous me corrigerez si c'est faux, mais je pense que c'est ça. Il faut vraiment... Tout ça existe, c'est vrai, mais je crains que parfois c'est un peu idéalisé. Alors juste quelques observations sur l'état des choses en Allemagne, puis un mot... Et je ferai ça très brièvement en 3 parties, comme il se doit en France. Alors, où en est l'Allemagne? Deuxièmement, quel est le comportement dans la crise? Ça, c'est intéressant. Et quelles leçons, éventuellement, en tirer? Alors, le système allemand que vous avez en tête, que vous connaissez grosso modo tous, est en train de s'effriter quand même depuis des années. C'est vrai, nous avons nos règlements pour négocier d'abord et faire grève après. Ça, c'est vrai, c'est des lois. Mais quand on regarde, par exemple, la participation des employés dans les syndicats, on a pu quand même observer un désengagement continu, une baisse, pas dramatique, mais quand même, dans la durée dramatique de la syndicalisation en Allemagne, qui reste supérieure à la française, mais la française est un peu particulière, donc c'est quand même quelque chose qui préoccupe en Allemagne, que les syndicats, en tant qu'élément majeur dans cette logique de concertation, ne représentent plus autant de salariés qu'avant. Et le même mouvement est vrai pour les partis politiques, qui avaient aussi un grand poids dans cette logique de négociation permanente, des mises en commun des idées pour aboutir à une situation plus ou moins consensuelle qui serait ensuite mise en place avec une certaine efficacité. Donc nous avons un désengagement des citoyens par rapport aux vieilles institutions classiques d'organisation, de fédération. Ça, c'est le premier constat. Ensuite, il est vrai aussi qu'une autre force du système allemand qui consistait à avoir des accords de branche sur les contrats de travail ont été affaiblis également. Vous savez que les syndicats chez nous sont organisés par branche. Donc, quand je suis dans la métallurgie, je n'ai pas le choix, pour ainsi dire. Je peux être un syndicaliste moi-même de gauche ou de droite, de conviction, mais je suis d'abord dans ma branche qui a donc la IG Metall comme syndicat. Point. Alors là aussi, on observe quand même que de plus en plus de contrats de travail, et surtout des contrats de travail qui mènent à la précarité, ont été conclus en dehors de ce système du contrat de travail négocié par la branche. Ça doit être voisin actuellement des 30% des contrats de travail qui n'obéissent plus à cette logique, même cadre par branche pour tout le monde. En clair, nous avons en Allemagne, comme dans d'autres pays industrialisés, comme la France, une précarité qui a augmenté ces dernières années.
Et ce n'est pas dû à la crise, c'est antérieur à toute crise dont on peut parler. Donc c'est vrai que nous avons perdu un peu cette capacité en Allemagne de maintenir une couche moyenne solide, stable, et nous avons un écart de plus en plus grand de ceux qui gagnent plutôt plus et ceux qui gagnent plutôt moins. Et ça s'est accumulé vers le bas, ce qui pose un problème pour toute la politique, de n'importe quel parti politique d'ailleurs, pour remédier, soit en donnant des compléments de salaire. Bon, voilà. Donc ça, c'est pas du tout un état idéal. Hein. C'est une observation qu'il faut faire. Alors maintenant, quelle a été la réaction de la société, je dirais globalement, pendant cette crise? Et là, c'est assez intéressant quand même, et tout le monde, je pense, y compris les Allemands, ont été assez surpris. Bon. On ne savait pas ce qui allait se passer, et nos dirigeants politiques, vous avez suivi ça de près et de loin, n'étaient pas parmi les plus rapides. Hein. Vous vous rappelez votre président qui disait « mais la Angela, elle réfléchit et la France agit ». Commentaire en Allemagne, heureusement, elle réfléchit. Bon, ben ça c'est autre chose. Hein, c'est peut-être pas mauvais de réfléchir. Mais c'est vrai que, bon, elle est comme elle est, et elle a un certain style qui est très propre à elle-même. Ce n'est pas allemand typique, c'est vraiment elle qui a cette caractéristique de faire comme elle fait. Bon, voilà. Elle a été élue, donc c'est tout à fait légitime de se plier à ça. Mais il est vrai aussi que la société, et là je parle des salariés, je parle des syndicats, je parle du patronat et aussi de l'opinion publique, a eu peut-être un mérite. Et là, c'était comme une renaissance de ce vieux idéal dont j'ai parlé, de la concertation, de la capacité de dire de façon très pragmatique quel est le choix aujourd'hui, dans l'urgence, dans la contrainte. Et là, il ne faut pas rêver, on a parlé ce matin des limites d'options. Il y a très peu d'options, il n'y avait pas énormément d'options. Alors, qu'a fait cette société allemande? Elle était globalement assez contente, cette Angela Merkel, qui était là dans sa sobriété pour dire, bon, on va s'en sortir. On a vu d'autres crises, on va s'en sortir. C'était un message assez intéressant. Pas spectaculaire, mais je pense que ça a pénétré un peu aussi le débat public. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que dans la crise économique qui était très forte en Allemagne, beaucoup plus forte qu'en France, parce que vous savez, on dépend de l'export, donc on a chuté beaucoup plus. On a vu, et pour une fois, c'était vraiment syndicats, patronat et les pouvoirs publics ensemble, qui ont dit il faut donner une priorité à l'emploi. Pourquoi? Parce que c'est quand même la stabilité sociale qui est en jeu, et nous savons tous qu'un chômage qui explose risque de mettre en péril la stabilité sociale, surtout dans le collectif imaginaire allemand. Il ne faut pas oublier les années 30, où on avait une explosion du chômage. En 1933, c'était 5 millions. Hitler est arrivé au pouvoir. En 1939, c'était 0. Donc vous voyez, c'est doublement traumatique, hein, parce qu'il y avait du chômage en tant que problème, et puis une prise de pouvoir de quelqu'un qui a su utiliser cette situation très grave de la société. Donc il y a une peur collective et une conscience très forte pour limiter, je ne dis pas à tout prix, mais avec un engagement vraiment prioritaire, limiter le chômage. Ce qui a mené les pouvoirs politiques à prendre de l'argent du contribuable en main pour financer le chômage partiel. Donc, on n'a pas eu une augmentation très forte du chômage, et aujourd'hui, dans la reprise, les entreprises et les salariés en profitent doublement. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas été mis en dehors de l'entreprise, donc le savoir-faire est là, la capacité de s'adapter à une nouvelle situation est là, et s'il y a quelque chose de très positif aujourd'hui, c'est que tout le monde est conscient, patrons, syndicats et pouvoirs publics, que c'était grâce à une concertation intelligente, et heureusement ils avaient misé sur les bons atouts, qui permettent aujourd'hui de nous retrouver dans une situation moins pire que prévu, pour ainsi dire. Voilà. Autre indice qui m'a surpris, franchement, et qui a surpris beaucoup de monde, on dit beaucoup en France que Angela et l'Allemagne en général, ils ont mis sur pied un plan d'austérité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand vous regardez l'austérité, sur 3 ans, c'est relativement modeste. C'est pas comme l'Angleterre. Hein. C'est pas du tout même cas de figure. Donc c'était, oui, rigueur, oui, mais pas du tout brutal. Hein. Mais quand même, c'était une certaine rigueur et qui évidemment touche
ceux qui ont le moins de revenus. Et là, on a vu, et là, je reviens à la responsabilité et presque à l'éthique. Peut-être un peu cynique, je ne sais pas, hein, c'est difficile à dire vraiment, mais peut-être même un réflexe éthique. Le patronat allemand qui disait, et les représentants qui n'ont vraiment pas la réputation d'être très en faveur d'un engagement social, qui disaient contre la chancelière de leur propre camp, attention, ce plan de rigueur n'est pas juste. Il y a une injustice sociale profonde dedans, il faudrait augmenter le seuil, donc le plafond, de l'impôt sur le revenu. On est prêt à payer davantage, nous qui avons les moyens et nous qui gagnons plus. C'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose que vraiment les lobbyistes du patronat et dans les émissions publiques vraiment à grande diffusion disent il faut augmenter ce plafond, il faut absolument que tout le monde participe. Donc encore une fois, une idée, ça peut être un peu utilitariste, je ne veux pas juger, mais quand même c'est quelque chose qui montre que cette idée de responsabilité partagée, c'est au moins ça qu'on peut dire de bien, je pense, de la situation actuelle. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous exporter de tout ça? Eh bien, rien. Non, on ne peut pas exporter. Je ne pense vraiment pas qu'on puisse exporter, mais le débat qui se fait en France, évidemment, et le débat qui se fait dans tous les pays européens, notamment en Allemagne aussi, c'est que repenser la responsabilité de l'entrepreneur. Ça, c'est clair. Et ce que vous avez dit, c'est absolument le même débat. Toutes les entreprises qui ont l'entrepreneur qui gère de sa propre responsabilité, avec son propre capital, eh bien, il est estimé, suivi par ses employés, c'est clair, et tous ceux qui naviguent là-haut, qui se font des parachutages réciproques pour se mettre à l'abri, ben, ils sont un peu méprisés moralement. Et je pense qu'il y a quand même une pointe éthique dans tout ça. Il ne faut pas sous-estimer, et là peut-être il y a la tradition protestante qui veut qu'on a plutôt un capital responsable. Max Weber vous salue. Peut-être oui, mais je pense qu'aussi dans la perception collective allemande, c'est revenu, les vieilles traditions, les vieux idéaux du marchand honnête qui quand même sait de quoi il a gagné l'argent. Vous le voyez, les entreprises qui font des fondations, ça en Allemagne, c'est beaucoup plus important qu'en France. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi cette idée de redonner ce qu'on a pris de la société. Ce n'est pas au niveau de Warren Buffett et Gates, bon, parce qu'on n'a pas ces richesses-là, mais bon, quand même, ça existe. Et je pense que c'est peut-être au niveau de la responsabilité collective, ça c'est une approche qui peut être enrichissante pour tout débat, même si on est dans un système en France qui n'est pas du tout comparable, je pense. Franck Bassner. François Gérin, je me retourne vers vous. Oui. Alors, est-ce que vous avez eu satisfaction? Je pense qu'on a effectivement débattu alors de manière très riche, et je ne vais certainement pas résumer tout ce qui s'est dit, mais je note quelques points très intéressants pour le futur. L'attachement au métier et à l'entreprise. Alors pour autant, et ça vient d'être rappelé, qu'il y ait un destin commun entre les dirigeants et les salariés de l'entreprise. Également en France, une maturité sociale qui est clairement apparue, notamment lors des récents événements de l'automne. Le souci de la part des salariés d'avoir une cohérence vécue au niveau des dirigeants entre les paramètres économiques, financiers, mais aussi sociaux et d'environnement. Et cette même demande, c'est ce que nous a dit Nicole Notat tout à l'heure, va vers l'entreprise. Alors aussi bien à l'intérieur, on vient de le voir, mais aussi de l'extérieur, l'entreprise avec son écosystème, pour qu'elle joue complètement la responsabilité. Et c'est un investissement qui est gagnant-gagnant, dans la mesure où ça améliore le fonctionnement et finalement l'efficacité, puisque c'est peut-être le critère du chef d'entreprise de sa propre entreprise. On a vu aussi au niveau plus, je dirais, psychologique, pour ne pas dire psychiatrique, les aspects d'ambivalence donc, qui jouent, bien entendu, pour les salariés et aussi les dirigeants. Je fais court, la notion d'adaptabilité qui est absolument essentielle, l'émotionnel qui est là partout, et finalement une piste pour essayer de redonner la confiance dont on avait dit dès le début ce matin, le président du Sénat, qu'il fallait changer la défiance, si possible, en confiance, en redonnant de la responsabilité et en faisant confiance du haut vers le bas, de la direction de l'entreprise vers les salariés.
mais ça se reconstruit lentement, ça prend du temps. Et puis enfin, du côté de l'Allemagne, un comportement très intéressant parce que il y a finalement une communauté de vue, notamment dans la crise, entre le politique, le syndical et les dirigeants d'entreprise pour trouver des solutions qui préservent les emplois, qui préservent la compétence au sein des entreprises et qui permettent de redémarrer au moment où la crise se termine ou commence à disparaître, sans avoir détruit de la valeur, parce qu'on le sait bien, la valeur dans les entreprises, ce sont les femmes et les hommes qui la constituent. Au total, ça fait une feuille de route chargée ou exaltante pour un dirigeant d'entreprise comme vous? C'est-à-dire qu'on voit qu'il faut qu'il remette en cause ses pratiques, qu'il contrôle ses émotions ou plutôt qu'il les libère, qu'il crée du lien, qu'il engage une politique de responsabilité sociale environnementale, qu'il soit capable de créer la confiance avec ses collaborateurs parce que sinon ça ne marchera pas. Est-ce que vous ressortirez tous de cette salle avec, en disant c'est génial, il y a du pain sur la planche, ou en se disant c'est un peu accablant? Moi je dirais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, je prends l'image d'un orgue avec beaucoup de touches et un pédalier. Et il faut arriver à jouer intelligemment sur l'ensemble de ces touches et avec tous les membres de l'entreprise pour faire de la belle musique. Très bien, belle conclusion. Merci madame, merci messieurs.